à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, on va se faire peur. Peur de ce qui nous entoure, peur de l'avenir, peur de ce qui se cache dans notre maison, ou de ce qui pourrait arriver à Lady Di, enfin... si vous tentez, il peut encore lui arriver quelque chose. Le tout à la sauce manga, ou plutôt grâce à des mangaka aux histoires étonnantes. Vous allez voir, on va faire ça ensemble. On va vous faire le récit de 3 personnages des plus étonnants dans l'industrie du manga. Une autrice qui prédit l'avenir en BD, enfin en manga, un youtubeur devenu star avec des histoires inquiétantes, ou encore un mangaka maudit obligé de mettre fin à son œuvre pour survivre, paraît-il. Mais avant ça, un petit clin d'œil. Il y a un fan de manga qui sort un film dans un cadre très yokai, très inquiétant, très légende japonaise. C'est Orelsan avec Yoroi, réalisé par David Tomaszewski. Vous avez vu la bande-annonce ou pas ? Ouais. Ça a l'air sympa. Ça a l'air rigolo. Enfin, si toutes les blagues ne sont pas dans la bande-annonce. Exactement. Ça a l'air rigolo. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le côté « Ouah, le Japon, c'est rigolo !» Et voilà. Moi, je me suis dit que, en fait, ça m'a fait repenser au fait que Orelsan avait changé de maison de disques, qui était passé chez Sony il y a pas très longtemps, et je me suis dit waouh, ça se voit que, tu sais, le dernier film d'Orelsan c'était Commencer loin, donc oui. Une comédie avec un pote, film un peu intimiste et tout. Là, on passe chez Sony, on passe au film d'action direct. Après, la bande-annonce, franchement, elle fonctionne très bien. Il y a l'air d'avoir un mélange. Aventure mais humour aussi, et ça c'est un peu typique des comédies d'aventure qu'on aimait bien, donc franchement pour l'instant ça a l'air nickel, mais comme tu dis, j'espère qu'ils en ont un peu sous la pédale quoi. Ça sort à la fin du mois d'octobre. Si vous êtes prêts pour avoir la chair de poule et sentir cette étrange présence derrière vous pendant que vous écoutez cette émission, alors c'est parti, on lance la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les étranges histoires des mangaka. Salut Julie, salut Kanya. C'est quand même rare d'avoir du background comme ça sur des auteurs. Bah oui, c'est extrêmement rare. Les mangakas sont pas forcément connus pour donner des interviews d'une et donner des interviews intéressantes deux. Donc ils donnent encore moins d'éléments perso, ce que je comprends complètement. Hein. Mais du coup là, c'est vrai que sur les mangas qu'on a choisis, là, on a limite plus entendu parler de la vie des auteurs que des titres en eux-mêmes, quoi. Ouais. Alors bonjour à tous. Moi, j'ai pensé qu'on allait faire toute l'émission en ASMR. Mais bon. Pourquoi tu veux faire de la ASMR ? C'est flippant la ASMR. C'est censé être un truc érotique. Hein, Ah bon ? Ah bah oui. Ah, je savais pas. Bon, alors, bah c'est tout moi, ça. Bon, bref. Alors, sinon... Tu sais que moi, je diffuse tous tes passages sur Pornhub. Hein. Il n'y a pas de visuel et tout, mais ça marche de ouf. Hein. C'est comme c'est interdit en France en plus, tu vois. Voilà, il y a la voix de Joe aussi qui cartonne pas mal dessus. Je mise dessus direct. Alors, revenons à nos petits mangaka. Effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont d'habitude très protégés par l'industrie du manga en général. Les grandes maisons d'édition créent des conditions pour que leur anonymat soit respecté quand ils le souhaitent. Et des fois, ils exigent certaines choses très précises, quoi. Et là, bah, c'est vrai qu'on peut... comment dire ? Ce qui est intéressant, c'est d'avoir enfin du matériel pour mettre en miroir avec leur création. Et voir quelles sont des inspirations ou des choses qu'on sait qui sont avérées et qui peuvent se retrouver dans leurs œuvres. Et c'est ça qui est intéressant. Si vous nous découvrez seulement maintenant, ce n'est pas trop tard pour devenir un véritable fan de la 5e de couve, simplement en écoutant cette émission ou quelques centaines d'heures déjà en ligne. La 5e de couve, c'est le podcast manga hebdo depuis bientôt 10 ans, donc scrollez sur vos apps podcast. Il y aura forcément une émission pour vous, et merci à tous de nous soutenir en écoutant, et si vous aimez ce qu'on fait, c'est important, laissez un commentaire, une note ou partagez l'épisode autour de vous. Il n'y a pas de petites étoiles, de petits likes ou de petits partages, tous comptent autant. Au programme donc de cette émission, on va parler principalement de 3 mangas, de 3 mangaka, mais on commence par PTSD Radio, signé par un mangaka qui a été maudit, Cagnard.
Oui, c'est ça, PTSD qui a du coup été publié chez Mangetsu. Bon, c'est un manga d'anthologie dans le genre horreur. Je vais pas forcément rentrer dans les détails du résumé parce que vraiment tout est dit dans anthologie d'horreur. Ce sont je vais même pas dire des petites histoires, c'est des petites scénettes entrecoupées de petites phrases et voilà, en gros on va suivre des scénettes qui se terminent la plupart du temps de manière horrifique. Et c'est donc signé par Masaaki Nakayama, un auteur, un mangaka bien particulier. Oui, c'est ça, parce que à la base, une anthologie d'horreur à l'heure actuelle, ça existe, on le connaît bien, mais avec PTSD, ce qui est un petit peu différent, c'est que le manga, en fait, il bénéficiait d'une aura très mystérieuse avant même d'arriver en France, à cause de son mangaka, qui disait lui-même être victime d'une malédiction, et il y avait même cette histoire que si tu lisais le tome 3 de PTSD, toi-même, tu allais être maudit. Est-ce que t'es maudit, Cagnard ? Oui, j'imagine, mais j'ai lu que les 2 premiers tomes. T'as attendu, t'as eu peur. Je suis pas fou non plus. Alors, c'est quoi l'histoire de ce mangaka ? Alors, tout commence avec la location d'un immeuble. En fait, l'auteur, il vient de louer un immeuble entier et lui, ce qu'il veut, c'est en faire un studio et y faire bosser tous ses assistants. Alors ça, c'est la vraie vie de l'auteur. Enfin, oui, ça, c'est la vie de l'auteur. C'est pas vraiment. On vous parle pas du manga, on vous parle de l'auteur. C'est ça. Donc, il loue ce bâtiment avec ses assistants et il faut se dire que lui, du coup, il comptait aussi y vivre. Donc vraiment, il passait 24 heures sur 24. Du coup, il loue le bâtiment et forcément, il visite un petit peu. Et au moment où il visite, il découvre un torii qui est brisé. Bon. Alors un torii, c'est cette espèce d'arche genre en bois rouge. C'est un portique. Un portique. Qui montre l'entrée des terrains sacrés en fait. Mais je pense que tout le monde visualise à peu près cette portique, cette arche. En tout cas, on peut l'identifier comme un signe religieux qui est brisé. Par contre, il y a une info que j'ai pas réussi à trouver, c'était la taille du torii. C'est ça qui m'inquiétait un peu, parce que c'était un torii géant, parce que ça existe, ou un petit torii qui était cassé, genre un porte-clés, tu vois, qui était cassé. Alors, évidemment, tout ce que je vais raconter là, c'est ce que l'auteur rapporte. Je suis pas en train de dire que c'est la vérité, c'est ce que lui rapporte. Il y a des éléments qui sont vraiment vrais et factuels. Après, c'est des éléments rapportés. Donc on en était au moment où il découvre le torii brisé. Bon, jusque-là, tu trouves un truc pété dans le bâtiment que tu viens de louer, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Sauf qu'en fait, très rapidement, lui et son équipe, ils vont commencer à avoir des phénomènes étranges dans le bâtiment. Alors, il y a des lumières qui clignotent, il y a des bruits inquiétants partout, et surtout, il y a une espèce d'odeur putride dont il n'a jamais réussi à trouver la source en 6 années dans ce bâtiment. Alors qu'il a fait venir des experts et compagnie, et personne n'a été capable de dire d'où venait cette odeur de mort au final. Ouais, ce que j'allais dire, il y a des ratiseurs, il y a plein de choses pour... chasser les odeurs, il a fait venir, mais a priori, personne n'a réussi à trouver même un cadavre d'animal mort ou quelque chose comme ça. Bon, l'esprit du mangaka revient, le gars n'est pas fou, il se dit que c'est parfait, c'est du pain béni, et il décide d'intégrer tous ces éléments qui sont un petit peu mystérieux à l'intrigue de son nouveau manga qui s'appelle PTSD, justement. Alors PTSD, c'est le nom du syndrome de stress post-traumatique. Et du coup, c'est pile à ce moment-là que les choses commencent à dégénérer. En fait, au bout d'un moment, les phénomènes sont de plus en plus inquiétants et de plus en plus présents. Son équipe, ses assistants, ils expliquent entendre des bruits et même ils arrivent à voir des ombres autour de l'immeuble qui semblent les encercler. Moi, je vous avoue qu'à ce moment-là, ça a commencé à me mettre la pression un petit peu, tu vois. Au bout d'un moment, en fait, les manifestations paranormales, elles étaient si fortes que certains des assistants tombent malades, mais vraiment pendant une longue période. Et quand les autres assistants, ils décident de démissionner carrément parce que l'aura est trop bizarre dans cet immeuble, quoi. Et a priori, c'est ce qu'ils racontent justement dans les tomes 5 et 6 du manga PTSD, mais que nous, on n'a pas pu lire encore vu qu'ils sont pas encore sortis en France. Donc là, après tous ces phénomènes-là, ça commence à devenir vraiment trop pour lui. Il abandonne le bâtiment, il quitte la location et il déménage. Alors forcément, les apparitions ne continuent pas, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. Il est dans son nouveau logement et il se dit que ça y est, c'est bon, il est reparti, c'est trop cool. Il pense enfin être tiré d'affaire. Ouais, finalement, c'était le bâtiment qui était maudit. C'était le bâtiment, maudit, bon, ça, on va en reparler, quoi. Finalement, c'était un maudit bâtiment. Et du coup, lui, évidemment, il se dit qu'il est tiré d'affaire, tu vois. Et là, paf, c'est à ce moment-là qu'il commence à tomber super malade. Et quand je vous parle de maladie, c'est pas un rhume, c'est pas une grippe. Le mec commence à avoir des bleus qui apparaissent partout sur son corps et des marques
plutôt inquiétante et bien chelou. Waouh. On est presque dans le film d'horreur là quand même, enfin, ou dans le... Oui. Et ça, pour le coup, c'est la seule partie qui est véridique, vu que c'est la partie médicale vraiment. Donc, il va aller se faire ausculter, il va chez le médecin justement, et on va lui diagnostiquer une affection médicale, mais hyper rare, qui est connue sous le nom de purpura thrombopénique immunologique. Désolé, c'est un petit peu long. Et c'est une maladie qui est tellement rare et tellement grave qu'il y risque sa vie vraiment. En fait, il va être hospitalisé pendant des mois et des mois à cause de cette maladie. Et donc, quand il ressort enfin, pour lui, c'est la goutte de trop. Et en fait, il arrête immédiatement la série après le tome 6. Bon, rassurez-vous, pour autant, ça ne l'a pas empêché de se relancer dans un nouveau manga d'horreur qui s'appelle Fuan no Tane, mais il n'est pas encore publié en France à l'heure actuelle. C'est un truc de fou quand même. L'histoire, tu sais, j'ai envie de te dire, l'histoire donne vraiment grave envie. Ouais, C'est, ça dépend de qui. Oui, non, mais parce que le pour point de lui, vue quand même. lui, il a dû vivre un enfer pendant 6 ans, lui et ses assistants, mais je pense à lui précisément parce qu'il dormait sur place quand même, le mec. Moi, j'essaye de rationaliser cette histoire, de me dire que il a pas complètement affabulé et qu'il y a quelques vérités ou quelque chose un peu scientifique là-dedans, et je me dis que juste il avait loué un truc insalubre et qu'il a chopé une maladie. Ouais, mais apparemment c'était pas insalubre. S'il y a des experts qui sont venus et qui ont constaté que c'était pas, que c'était quand même viable ou qu'il y avait rien de suspect. Moi, je trouve que c'est toujours la santé un peu mentale de dire est-ce qu'on arrive à résister à ce genre de pression, de s'imaginer ce qu'il y a derrière la porte, ce qu'il y a au-dessus de ta tête, est-ce que quelque chose a vraiment clignoté entre les lattes du parquet, tu vois ce que je veux dire, et je pense que peut-être sous pression, avec une atmosphère peut-être pas très bonne, si en plus le gars commence à déprimer parce que c'est un cercle infernal, quoi. C'est le cercle vicieux de ça va pas bien et ça alimente ton mal-être et qui va ensuite encore ne te faire voir que des choses mauvaises. Donc je trouve que c'est quand même ça fait réfléchir parce que c'est vrai que tu te dis qu'il a dû vraiment vivre des choses vraiment épuisantes, éprouvantes sur le plan mental, quoi. En fait, même le pire dans tout ça, c'est qu'il était pas seul et que finalement avec ses assistants ils sont auto-entretenus. Ah bah oui, c'est sûr. Et après, en même temps, je me dis qu'il faut quand même se représenter un mangaka et ses assistants, on va dire peut-être 5 personnes, tu vois, dans un immeuble entier quand même. Je pense qu'il n'y a pas plus flippant, vraiment. De toute façon, si tu bosses tard, tu vois, chez toi, t'es dans un immeuble qui est quasi désaffecté, où t'as ton appartement et ton studio où tu travailles, mais le reste, alors peut-être que c'était un tout petit immeuble, j'ai pas eu les précisions, mais dans tous les cas, moi, j'aurais toujours tendance à voir ça de manière un petit peu rationnelle et de me dire que tous ces éléments dont il parle, je suis sûr qu'il y a une raison rationnelle, c'est-à-dire des animaux dans le plafond qui font des bruits, la lumière qui clignote, mauvaise électricité, l'odeur, ça doit s'expliquer aussi par je ne sais pas quel biais, mais par contre, j'adore cette histoire pour autant. J'adore ne pas croire à ces histoires parce que oui, moi aussi j'aimerais bien que le monde soit un petit peu magique, mais en fait j'ai plutôt un esprit rationnel, mais par contre ça me plaît d'entendre ces histoires, j'aime bien les histoires comme ça. Après, moi je me dis c'est marrant parce que si on part sur l'idée que cet immeuble peut-être il était peut-être pas cher, tu vois, à la location, peut-être c'est ça. Sachant que c'était pas un mangaka non plus successful de fou. Et sachant que au Japon, dans les histoires immobilières, savoir qu'est-ce qui s'est passé avant sur le lieu ou la maison que tu vas louer, c'est extrêmement important. Et il y a des zones où vraiment il y a personne qui veut s'installer parce qu'il y a eu des histoires, parce que ça a mauvaise réputation, parce que et donc encore une fois, il y a une espèce de petit à petit une espèce de chape de plomb qui peut vraiment venir entacher la réputation d'un lieu et faire en sorte que ça devienne une espèce de désert parce que personne ne veut se confronter à est-ce que oui ou non cet endroit est maudit et va apporter des malheurs à celui qui va s'y installer, quoi. Et puis en plus il chope une maladie rare. Ouais. Tu sais, il chope pas un truc connu, c'est genre une maladie de Dr House, quoi. Ce qui chope, c'est et qui peut être en plus auto-immune, donc il peut vraiment l'attraper comme ça, il peut l'attraper par une bactérie. Enfin,
En plus, rien que ça, c'est vraiment le détail qui. Le truc que ça l'a poursuivi, quoi, vraiment. Exactement. Même en quittant le bâtiment. Moi, alors que bizarrement pour moi c'est limite l'élément tu sais c'est l'élément le plus terre à terre vu qu'il a vraiment été interné et compagnie, mais pour le coup je trouve que c'est l'élément le moins mystérieux de cette histoire, genre oui enfin t'es tombé malade mais faut pas faire de rapport non plus. Après j'imagine que quand t'es dans cet état de stress et de peur, tu vois, parce que je pense qu'il avait peur, ne pas faire un lien c'est impossible, mais on sait que dans la littérature scientifique, il faut pas faire de lien entre deux points parce que ça nous arrange, tu vois, on va faire un lien. Il y a des protocoles qui servent justement à établir cause, conséquence et compagnie. Il y a Dr House, quoi, évidemment. Un lupus, toujours un lupus. Ou une sarcoïdose. C'est quand même un super récit marketing. Moi j'imagine que parce que j'imagine mal en fait l'auteur très mal vivre cette séquence de 6 ans et de se dire yes, je vais en profiter encore plus. À la limite au début je pense que oui, quand il dit qu'il a intégré des petits éléments dans les premières histoires de PTSD, je pense que oui, là ça devenait peut-être son idée, mais à un moment le mec a dû quand même un minimum vriller, et moi du coup je mise un peu plus sur son éditeur tout simplement, qui a dû se dire attends, on a un truc à raconter là, si on a un petit storytelling à rajouter, sachant que la série n'était pas un succès monstrueux non plus, et que la série mine de rien a bien augmenté ses ventes et a bien bénéficié de ce petit effet d'horreur, quoi. PTSD Radio, donc aux éditions Mangetsu, ça ressemble à quoi à l'intérieur? Anthologie d'horreur, tu disais que on pouvait résumer le bouquin comme ça, mais c'est des histoires donc extrêmement courtes. C'est ça, 2 personnages différents à chaque fois. Donc bon, je vais enchaîner rapidement sur ce que je pense du manga, parce que au final, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'histoire autour du mangaka. Donc en quelques mots, moi, c'est le manga que j'ai préféré de la sélection. C'est vraiment celui qui a la meilleure ambiance angoissante et qui me rappelle vraiment ce petit côté légende urbaine, quoi. C'est de l'horreur du quotidien. Ça peut se passer dans les transports, en haut d'un immeuble, au retour de l'école. En fait, c'est des scènes auxquelles on a déjà tous pensé. Et d'ailleurs sur ce point, le titre il me rappelle beaucoup l'horreur très urbaine de Junji Ito, tu vois. Bon, les spirales en moins, mais il y a quand même je trouve qu'il y a un côté très Junji Ito là-dedans, et ce que j'ai adoré c'est vraiment le format d'histoire super courte dès le début. C'est hyper percutant je trouve, et en même temps c'est très exigeant pour le lecteur. Oui. C'est-à-dire c'est au lecteur de s'accrocher. On t'attend pas et c'est à toi de garder le rythme, et un peu à la manière d'un cadeau, si t'as gardé le rythme, tu seras récompensé scénaristiquement derrière. Et c'est assez marrant parce que moi je l'avais lu à la sortie, PTSD tome 1, et j'avais pas spécialement apprécié, justement à cause de cette forme qui était hyper abrupte. Et là, en relisant le tome 1, vu que je savais la manière dont ça se passait, dont ça se terminait, que finalement les histoires commencent à se croiser les unes les autres sur différentes lignes temporelles, j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture au 2e tome. Et c'est pour ça que je me permets de préciser aux auditeurs que ce ne sont pas que des histoires courtes et séparées. Au bout d'un moment, il y a un fil rouge, mais en fait, c'est un manga qui est bon à la relecture et qui est peut-être un peu dur à la première lecture. Et je crois que c'est vraiment très important de préciser qu'on est vraiment sur des histoires de parfois 6 pages, quoi. Ouais, c'est ça, 10 pages, c'est très très court, ça se cut très rapidement. Parce que quand tu le sais pas, c'est vraiment surprenant. Tu dis, ça doit être l'intro. Oui, c'est ça. Oui. Au début, tu penses que puis c'est... quand t'es à la 12e intro, tu fais c'est peut-être le concept du manga, en fait. Ça peut être un peu crispant parce que t'as toujours l'impression d'être sous tension et de jamais avoir de vrais moments d'ambiance qui, pour moi, est quand même là où se font les angoisses, quoi, donc qui sont essentielles au récit d'horreur. Et là, t'es toujours sur le jump de qu'est-ce qui va se passer, et ça coupe toujours très très vite. Quand tu connais l'histoire de l'auteur et dans les conditions dans lesquelles il a écrit le bouquin, tu comprends pourquoi c'est autant sous tension, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair que le côté histoire très très courte, ça te laisse dans ça, en fait t'es pris dans le scénar, surtout quand tu commences à voir les liens scénaristiques qui se tissent. T'es pris dedans, et oui, c'est un manga qui te laisse pas tranquille, mais c'est pour ça que je préfère préciser, je trouve que c'est un manga qui est quand même un petit peu exigeant à la lecture, mais qui se savoure. Par contre, quand t'es bien dedans, c'est vraiment très cool. PTSD Radio, donc aux éditions Mangetsu. Passons maintenant à un youtubeur énigmatique, raconteur d'histoires de crimes.
Oui, alors moi je vais commencer par raconter le livre qui l'a rendu célèbre. Strange House, qui sort aux éditions Kana en cette rentrée. Voilà. Rentrée bien tassée maintenant. Alors, un journaliste sans le sou, spécialisé dans l'occulte, est amené à s'intéresser à une maison, car un de ses amis souhaiterait s'y installer. Si d'apparence le bâtiment ressemble à un pavillon, tout ce qu'il y a de plus banal, son architecture se révèle étrange. Quand, aidé d'un architecte un peu plus curieux, le journaliste se penche sur les plans de la maison, il découvre des espaces cachés dans les murs qui font penser à des passages secrets qui permettraient par exemple de passer d'un espace à l'autre sans être vu. Et surtout, il y a une chambre d'enfant, mais aveugle, dépourvue de fenêtres et qui semble bizarrement reliée à un réseau de pièces sans fenêtres. Une salle de bain et un garage. Et c'est cette pièce surtout qui est très intrigante. Et que cache cette maison, près de laquelle la police vient de trouver un cadavre découpé? Eh bien, imaginez tout ça, mais raconté dans une ambiance glauque, par un individu entièrement vêtu de noir et masqué de blanc. Un masque un peu en papier mâché, avec juste 2 trous pour faire les yeux, et qui semble susurrer des faits divers sordides d'une toute petite voix trafiquée électroniquement. Et ben c'est le phénomène Uketsu, qui donc a explosé, on va dire, à partir des années 2025, puisque en fait, il a eu droit à une sortie à l'international. Donc, ces 2 livres ont été traduits en plus de 30 langues. Mais à la base, il s'agit d'un youtubeur japonais qui donc produit des petites vidéos. Et donc ce youtubeur Uketsu a fait un livre qui est aussi devenu un manga qui s'appelle donc The Strange House. Le premier tome est sorti au mois de septembre aux éditions Kana. Et donc, qui se cache derrière ce masque en papier mâché, derrière cet étonnant personnage? Eh ben, on ne peut pas savoir. Vraiment, c'est le mystère complet. On sait juste que il crée donc des petites mises en scène, des contenus vidéo, des contenus musicaux. Il s'amuse à faire des chansonnettes. C'est quelqu'un qui a commencé sur le web en étant rédacteur pour un site qui a fait appel en fait à des jeunes rédacteurs pour créer des histoires, des contenus, et que petit à petit, donc il a amassé quand même plus de 1 730 000 abonnés à sa chaîne, c'est pas rien. C'est plus que nous. Ouais, ça c'est vrai. Mais parce que son sujet de prédilection, c'était des sujets mystérieux, dits dans cette espèce de mise en scène où il se filme souvent de face avec un téléphone ou des objets un peu vintage, des vieux ordinateurs, parce que il va enquêter sur des histoires, des images qui lui sont envoyées par des amis, qui sont un peu étranges, qui suscitent une espèce de malaise et qui vont se révéler être horrifiques au fur et à mesure qu'il va s'y intéresser. Donc, à quoi ressemblent du coup vraiment les vidéos? C'est genre lui qui est filmé avec fringué en noir, ouais, avec un masque en papier mâché, ouais, qui a l'air mal fait, mais qui est bien mal fait. Avec une capuche. Avec une capuche. Il a une espèce de, comment on appelle ça, un suit, bodysuit. Enfin, Ouais, c'est vraiment oui, une espèce de collant, mais intégral. Donc, on ne voit absolument pas. On devine un peu sa corpulence. Alors, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme, parce qu'il tient justement à garder cette distance-là. Et on sait si c'est une personne. Et on ne sait pas non plus, parce que moi j'ai vu aussi des clips où ils sont plusieurs à faire décorer et tout, donc on peut se dire waouh, mais en fait il a une espèce de gang Uketsu, enfin, on ne sait pas. Et donc le plus étrange, c'est qu'effectivement il fait tout pour ne pas être reconnu, donc il y a cette voix électronique très perturbante, parce que donc il parle comme une petite fille en étant très très poli, et c'est comment dire, ça crée une espèce de dissonance, parce que l'image, c'est une espèce de d'adulte, alors on ne sait pas, hein, homme ou femme, mais qui donc va petit à petit poser des questions sur mais pourquoi est-ce que cette image suscite tant de malaise chez moi, qu'est-ce qui fait que les gens ont répondu de cette façon à tel commentaire, et donc c'est vraiment
comment dire, c'est une sorte de reflet en fait de notre époque parce qu'il joue beaucoup aussi avec tous les objets qui sont à disposition, tous les outils. Donc que ça soit en fait des vidéos, des pages de blog, des bouts de films. Il y a des vidéos qui sont un peu plus humoristiques où il se met en scène. Par exemple, il montre sa morning routine. Sauf que c'est ridicule et il a une espèce à un moment, il ne montre jamais évidemment son visage ou quoi, mais il va se saisir d'une énorme dent en plastique ou en papier mâché et la brosser. Bah oui, il se brosse les dents. Tu vois, je veux dire, c'est une espèce. Et donc, il y a une espèce de mise à distance qui est censée, en fait, susciter du malaise parce que tu te dis. Ah ouais, c'est bizarre, c'est chelou quand même. C'est vrai que quand tu tombes sur sa chaîne, parce que je précise pour les auditeurs, dites-vous que c'est un mec ou une meuf. Le décor est plutôt très lumineux. Les rideaux sont tirés. Les rideaux sont la tirés, mais tu vois, la lumière est faite. On n'est pas du tout dans une ambiance glauque ou autre. Et on est dans un côté burlesque de l'horreur aussi, comique de l'horreur aussi. Il y a des fois, il fait de l'unboxing de colis que des fans lui ont envoyé. Tu peux pas savoir si c'est vrai ou pas. Moi j'en avais vu une où c'est un de ses lecteurs qui tient un restaurant et a priori il y a ces 3 aliments là qui sont dans son restaurant depuis des années et qui sont maudits. Tu vois les aliments qui sont là mais qui ont l'air d'être faits en porcelaine aussi, tu vois. Et en fait il mélange vraiment beaucoup de choses dans ce qu'il fait et lui de toute manière se voit comme un artiste total, vraiment. Ouais, c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est quoi le concept de la chaîne, il n'y a pas de concept. La ligne édito, là, oui. J'aurais du mal à te la donner d'un coup. Et les histoires qu'il raconte, qu'on donnait ce manga Strange House ou son autre livre Strange Pictures, c'est des histoires inspirées de la réalité ou c'est des choses inventées de A à Z ? Eh ben ça, on ne sait pas. Parce que bien souvent, en fait, il se met dans la position du narrateur et vers qui vont converger en fait toutes ces demandes, tous ces mails. Et donc, par exemple, il va être amené à finalement se mettre en scène. Donc dans le manga, le personnage principal a un visage, il est reconnaissable, il n'est pas tout ce qu'il caché. a, hein. Un visage, c'est tout. Il est caché derrière il n'est pas derrière un masque. C'est censé être lui le personnage principal du manga ? Oui. Okay. Je sais pas parce que moi j'ai vu un truc où à la base il disait que c'était un gars qui bossait dans un konbini et que c'est pour ça qu'il ne voulait pas être reconnu par les clients du konbini. Et ça vient de sa bouche aussi, a priori, pendant une interview. Donc, je pense que l'origin story, c'est comme le Joker. Il va y en avoir plein de différentes. Et je pense qu'il s'en fout un peu, tu vois. Non, enfin, je pense pas, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc ça a commencé dès 2018 sur une chaîne YouTube qui a grossi jusqu'à donc donner naissance à des livres, donc puis des mangas, puis un film live et tout cartonne en fait. C'est ça aussi qui est très étrange, c'est qu'en fait rien que le film il a engrangé l'équivalent de 28 millions d'euros quand même, donc c'est pas rien du tout, c'est plutôt très 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 honorable, mais effectivement c'est très mystérieux et c'est surtout que c'est une personne qui joue aussi sur donc à la fois sur cet écran de fumée de je ne sais pas, vous ne savez pas qui je suis, je peux être monsieur tout le monde. Et derrière, il parle de choses extrêmement banales, des maisons, des objets, et donc je pense qu'il y a effectivement, comme disait Cagnard, toute une dimension en fait un peu trollesque, parce qu'il s'inspire beaucoup de la culture web et qu'on n'a pas du tout pris en compte. En tout cas, moi, dans les interviews que j'ai lues en langue européenne, que ça soit anglais ou français, parce que en fait, mon hypothèse personnelle, c'est qu'il y a une espèce de bouffonnerie quand même derrière ce personnage donc qui est donc Uketsu, puisque... Oui, surtout que son masque c'est les mêmes un peu moches là. Oui, c'est très grossier en fait, il n'y a pas de subtilité. Et donc, moi, mes indices, ils sont dans son pseudo. Donc, parce que Uketsu, c'est un peu inspiré de Ugetsu Monogatari, donc qui est un grand classique de la littérature japonaise classique. Hein. C'est vraiment Ueda Akinari, donc 1676. Et donc, ce sont les fameux contes de la lune et de la pluie, qui sont en fait à la base des histoires horrifiques qui ont fleuri pendant l'époque Edo. Et donc, où c'est le symbole de la pluie et
Ketsu, donc normalement c'est le symbole de la lune. Sauf que lui, il a préféré remplacer donc le deuxième symbole par celui du trou. Donc trou de pluie. Trou de pluie peut-être. Sauf que Ketsu, c'est aussi un homonyme pour dire fesse. C'est vraiment littéralement trou de balle. Donc je suis un peu Fesse ou trou de balle, c'est pas la même chose. Eh non, Oui, mais trou de fesses, c'est trou de balle. Ouais. Ah oui, d'accord. Ça y est, t'as compris. Enfin, ça peut aussi. Enfin, Oui, je veux mais dire. pluie de fesses, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, effectivement. Ça c'est une bonne soirée. It's raining men. Alléluia. Mais bon, tout ça pour dire que moi, ce que je trouve ça... Enfin, je pense qu'il y a quand même une dimension tout à fait ironique et tout à fait trollesque à ce personnage, parce que quand même, enfin, les contes de la pluie et de la lune, enfin, je veux dire, il y a quand même Kenji Mizoguchi qui a fait un monument du cinéma japonais et même du cinéma mondial avec les contes de la pluie vague après... les contes de la lune vague après la pluie, excusez-moi. Mais et donc, je pense qu'on n'a pas pris, comment dire, toute la mesure de l'aspect très comique en fait qu'il y a dans ce personnage-là. Je suis d'accord parce que si tu te contentes de regarder les interviews qu'il a pu donner sur des médias français ou des médias internationaux, on le présente comme le nouveau roi du polar. Donc c'est déjà un storytelling. Si tu veux aller au-delà de ça, en fait, faut que tu ailles sur sa chaîne YouTube. C'est là où tu vas voir vraiment à quoi ça ressemble. Parce que moi, de prime abord, je me suis dit, ah oui, c'est le Feld-up japonais, quoi, en fait. Feld-up, pour ceux qui ne savent pas, c'est un youtubeur qui raconte des sortes de légendes urbaines d'internet. C'est peut être de la crypte en version YouTube. En version internet, vraiment, il parle de creepypasta, de fichiers disparus. Et sauf que Feld-up, il a vraiment toute cette ligne édito qui est très sombre. C'est lui qui raconte de manière à faire flipper. Et là, on est dans un truc qui est totalement différent avec ce qu'il fait. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que s'il y a un endroit où les légendes urbaines ont très vite pris le pli, je trouve que c'est vraiment sur Internet, pour le coup, où très rapidement, Internet a réussi à se créer son propre folklore de légendes urbaines avec des mecs comme Feld-up ou avec des mecs comme le Grand JD qui vont faire de l'exploration de trucs d'horreur. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de voir que les légendes urbaines sont un truc qui existe depuis très longtemps et que la culture Internet s'en est vraiment très rapidement, même pas inspirée, à redéfinir les codes de la légende urbaine, quoi. Après, ce qui est intéressant avec Uketsu, c'est aussi que, enfin, tu vois, sur le papier, sa première vidéo, et donc qui va lui amener le succès, parce que c'est celle-ci qui va être adaptée ensuite en manga, qui va donner Strange House, au pluriel en fait. Ça, c'est sa première vidéo ? Oui. Et en fait, c'est quand même, enfin, pour moi, c'est un thriller immobilier. Où l'idée, c'est vraiment, il y a écrit Fudoya Mystery. Fudoya, ça veut dire immobilier en japonais. Donc, où, tu vois, genre agence immobilière. Donc, c'est vraiment le mystère, les mystères de l'agence immobilière, enfin, des trucs un peu improbables en fait. En même temps, le bouquin ressemble à ça, hein, un thriller immobilier. Enfin, c'est un thriller autour de l'architecture d'une maison et de parce qu'on pourrait imaginer des gens qui se servent d'une maison pour commettre d'horribles choses. Et c'est un super support en soi, tu vois, le logement, il y a rien de plus proche et personnel que le logement. Je sais pas si dès le début il en parle à la première personne, ce qui du coup pourrait le rassurer, le rapprocher de quelque chose que j'avais vu sur Twitter à l'époque. C'était François Descraques, le réalisateur du Visiteur du Futur, qui avait fait un roman sur Twitter et qui l'interprétait à la première personne, et c'était un truc avec un voisin, je me souviens plus de comment s'appelle le roman, je crois qu'il a été édité au format papier en plus, et c'était et vraiment tous les jours il racontait un bout d'histoire, et c'était une histoire flippante évidemment, et j'avais trouvé le procédé super intéressant parce que, encore une fois, légende urbaine, on peut plus se contenter des yokai à l'heure actuelle. Il faut que ça soit vraiment dans la modernité, dans ce qu'on connaît, parce que c'est de là que vient le malaise global. C'est des situations qu'on connaît tous, quoi. En fait, à vrai dire, c'est vraiment qu'il y a enfin, comment dire, le fait que tu parles de la première personne, c'est intéressant parce que ce personnage de substitution, il y a beaucoup de journalistes européens qui l'ont interprété comme encore un mangaka qui veut se cacher à tout prix et préserver sa personne, son anonymat. Et en fait, lui, comme tu disais tout à l'heure, les choses auxquelles il a pensé, c'est plutôt je vais pas gêner en fait mes collègues ou
nous, les clients du supermarché où je travaille, il faut vraiment que je crée une distance. Et je pense aussi que c'est aussi le prix de la liberté, de pouvoir faire tout et n'importe quoi sans que personne te reconnaisse. Et c'est vraiment... je pense qu'il y a un malentendu. Ou alors c'est un génie du marketing aussi, tu vois. Vu que si le mec bossait en agence, tu vois, un peu comme le héros du manga, peut-être que vraiment il s'est dit ça va être... ça marque visuellement de toute façon la manière dont il se déguise. Du coup, t'as déjà ça en plus par rapport aux youtubeurs. Moi, je le sens un peu comme un petit génie, petit con de la communication. Mais génie quand même, du coup. Ah bah oui. Julie, un dernier mot sur le manga en lui-même. Moi, j'ai trouvé qu'il était très efficace parce que justement, il y a vraiment une histoire, très quotidienne, très familière on veut acheter une maison et quand on se penche sur mais pourquoi est-ce que cette pièce est comme ci ou comme ça, mais qu'est-ce qui peut justifier qu'elle soit disposée de cette façon? C'est vraiment quelque chose qui peut nous toucher tous et j'ai trouvé que c'était très convaincant parce que c'est très vraiment, il y a peu de moyens, c'est juste notre imagination, bien sûr dirigée par les hypothèses de ce journaliste et de cet architecte qui vont petit à petit monter cette espèce de plan improbable de maison qui servirait à cacher des crimes horribles et vraiment il y a des passages que j'ai trouvé très bien faits parce que très glaçants quoi. Avec beaucoup de schémas et ça se lit super vite. Je l'ai lu dans un sauna. Ça c'est cool. Et c'est marrant parce que je trouve que le manga il aborde justement l'horreur d'une manière très originale, c'est-à-dire que moi je pense que les auteurs ils font, et ça m'étonnerait pas vu l'auteur, qui font plus ou moins référence aux backrooms. Les backrooms c'est un phénomène qui a débarqué sur internet où on parle d'espace. Ah oui, non, je pensais pas au même. Pas les mêmes les backrooms. années 2000. Oh là non, désolé. Faut m'arrêter si vous pensez que je pars sur un sujet comme ça, faut m'arrêter avant. Non, on parle des nouvelles backrooms. Les nouvelles backrooms qui sont des espaces en fait dont l'architecture est très étrange, labyrinthique, te permet de ne pas sortir. Et je pense qu'il y a justement un rapport direct parce que là, ils ont quand même réussi le tour de force de te raconter une histoire par les plans d'une maison, ce qui est complètement débile. Pourquoi vous faites ça? C'est beaucoup trop compliqué. Mais non, c'est trop bien. Et pourtant, je trouve qu'ils arrivent à créer cette tension justement, ce malaise que tu peux sentir en regardant des vidéos de backroom. Et je trouve que là-dessus il y a un vrai tour de force. Et par contre je préfère préciser, ce manga est doté du pire personnage principal de l'histoire qui est donc Uketsu. Et si c'est Uketsu, franchement c'est chaud pour lui. The Strange House, c'est donc scénarisé par Uketsu et au dessin on a Kyo Ayano, parce que ce n'est pas lui qui dessine le manga. Il voulait être mangaka, il l'a dit, mais en fait, il était pas assez bon. Bon. Trop nul. Il était pas assez bon. Mais tu sais, ça se voit au masque en même temps. Dans son nouveau livre, là, c'est toujours de la littérature, mais il y a énormément de dessins en plus. Strange Pictures. Strange Pictures. Du coup, il prend un peu sa revanche quand même. Et c'est aux éditions Kana et c'est d'ores et déjà disponible. Place maintenant à la mangaka qui dessinait l'avenir. Covid, Fukushima, disparition de Freddie Mercury et Lady Di, grande catastrophe de 2025. Elle a tout vu avant tout le monde. Enfin ça, c'est ce qu'on peut lire sur Internet. Elle, c'est Ryo Tatsuki. Petite main, lunettes fines, regard posé sur une feuille blanche. Ça, c'est des images qu'on a d'elle et qui sont d'un banal. Ce sont vraiment des banales scènes d'atelier. Mais cette femme est devenue une légende. Une autrice de shoujo qui a commencé au milieu des années 70 et qui a tenu un carnet de rêves capable d'annoncer des catastrophes. Ce carnet, transposé en bande dessinée, s'intitule Watashi ga Mita Mirai, le futur que j'ai vu. Et ce livre, publié pour la première fois en 1999, est revenu hanter l'actualité et Internet pendant des années comme un spectre qu'on croyait disparu. Écoutez bien, dans les pages de ce manga, Tatsuki rassemble des rêves. Vous savez, les rêves qu'on note à la hâte sur un carnet qui est posé sur la table de nuit entre deux sommeils paradoxaux et qui, lus aujourd'hui, prennent l'allure de scènes écrites par le destin. Elle voit des visages, des villes, et puis bien sûr à un moment donné la mer qui avale le rivage. Il y a parfois des dates, parfois des silhouettes, parfois des détails frappants et flippants. Et ainsi, après le tremblement de terre et le tsunami de Tohoku en 2011, qu'on connaît nous sous le nom de la catastrophe de Fukushima, beaucoup ont retrouvé le livre et se sont étranglés, puisque sur la couverture il y a une mention avec écrit
grande catastrophe de 2011. Et c'est à partir de là que le mythe s'est peu à peu créé. On était alors 12 ans après la parution de ce manga et environ 21 ans après la fin de sa première carrière. Jamais, au grand jamais, elle se serait attendue à revenir dans l'actualité comme ça et ça a fait l'effet d'une bombe. Alors, est-ce qu'elle est vraiment visionnaire ? Est-ce qu'elle a vraiment des rêves prémonitoires ? Je laisse évidemment chacun juge d'y croire ou non, de croire aux rêves prémonitoires ou non, mais je vais quand même continuer de vous raconter son histoire. On va poser une petite lampe sur la table et on regarde qui elle est vraiment, Ryo Tatsuki. Elle débute officiellement comme mangaka en 1975, publie des histoires dans des magazines shoujo, et puis au milieu des années 80, elle commence à tenir un journal de rêves, intime, presque rituel, puis les pages s'empilent encore, et elle raconte en avoir vraiment beaucoup. Et donc, sur des conseils de son entourage en 1999, alors qu'elle avait déjà arrêté sa carrière, elle compile une sélection et publie Watashi ga Mita Mirai. Et elle voit pas ça comme un traité mystique, hein. Bien sûr, elle croit que ses rêves ont du sens. Mais elle en a beaucoup. C'est plus une sorte de journal de songes qu'elle a voulu compiler. Et un peu, elle l'a produit comme si c'était son chant d'adieu à une carrière de mangaka. Allez, ça y est, c'est mon dernier truc, je compile. Mais là, elle dessinait ou juste elle notait ses rêves Elle dessinait, elle faisait des histoires à partir de ses pages de rêve. Et puis après ça, plus rien. Plus rien pendant 20 ans, pour elle en tout cas, parce qu'il y a Internet. Et vous le savez tous, quand il n'y a pas de preuves, quand il n'y a pas de logique, il suffit de l'inventer. Hein. Si, je sais pas, allez, 15 rêves de cette histoire contiennent 13 événements qui semblent être réalisés, bah, le livre voit l'avenir, un point c'est tout. D'autant que le bouquin était déjà en rupture un peu partout depuis un moment, vous pensez bien. Au bout de 10 ans, hein, une vente confidentielle comme ça, c'est plus vraiment en rayon. Alors, le livre devient encore plus précieux parce que le livre devient introuvable. Peu sont ceux qui peuvent vraiment vérifier quoi que ce soit. Et évidemment, les quelques exemplaires en vente partent aux enchères à plus de 100 000 yens. Ah ouais. Voilà, c'est culte, c'est prémonitoire, c'est tout. C'est Ryo Tatsuki. Ah mais moi j'adore parce que c'est fou le pouvoir de ce manga. Du manga en général d'habitude, hein, effectivement. Mais lui quand même, ce livre de Tatsuki Ryo, il a quand même eu une vraie conséquence économique. Mais j'y viens, parce qu'ensuite c'est la magie du monde moderne. Les exemples sont repris en boucle sur des forums, sur des articles. On est début des années 2000, puis après on arrive aux années 2010. Donc d'abord au Japon, puis après dans le reste du monde, Ryo Tatsuki est un oracle. À l'arrivée du Covid, on en remet une couche. Évidemment, elle l'avait prédit. Ah ouais. Et voilà. Bon, c'est faux. Comme elle n'occupe pas le terrain médiatique elle-même, qu'elle s'était éloignée de tout ça, quelqu'un s'en est occupé. Alors un individu a créé un compte Twitter en se faisant passer pour Ryo Tatsuki, en diffusant d'autres prédictions. Il répond même à des interviews de magazines. Oh, la pauvre. Il y a des influenceurs qui voient le filon, donc des uketsu, qui vont reprendre ses rêves pour essayer de les interpréter eux-mêmes dans des vidéos. On présente le manga à la télé, dans des émissions, c'est devenu inarrêtable. D'autant qu'aujourd'hui, avec la volonté du clic, différent de la volonté du dé, vous l'entendrez, on n'est pas à une approximation près, donc on copie une info, on l'amplifie, et puis on la recopie, puis on l'amplifie, puis du coup, elle a prédit le Covid. Alors, elle n'a pas du tout prédit le Covid, mais ça, c'est vraiment totalement inventé, par exemple. Mais on le retrouve encore dans beaucoup d'articles. Elle a même pas un rêve si elle a un rêve qui ressemble vaguement, quoi. Et elle aurait dit que ça reviendrait 10 ans après. Bref. À l'époque, elle savait pas qu'il y avait tout ça. Elle, en 2020, son PC de travail était toujours pas relié à Internet. En 2020, elle avait pas de smartphone. Donc autant dire que c'était compliqué. Et c'est des neveux qui lui ont dit, mais regarde, Tata, t'es un oracle. Surprise, what? Donc elle a dû contacter son éditeur et ainsi de suite. Tatsuki elle-même se dit aujourd'hui qu'elle aurait dû insister, qu'elle n'est pas une prophétesse, qu'elle impose pas ses rêves comme une certitude et que beaucoup de ce qui est attribué à elle comme des prophéties sont soit approximations, soit interprétations a posteriori. Donc en 2021, on est donc 22 ans après la sortie du premier bouquin. L'histoire prend une autre ampleur, She's Back in the Game. 22 ans après, elle ressort du silence, elle ressort surtout Mes visions du futur, dans une édition définitive, celle qui est disponible en France aux éditions Black Box. Et celle-ci, surtout, elle est enrichie de son témoignage, de ce qu'elle a vécu pendant des années et de comment elle voit ses rêves, comment tout a commencé, comment elle a vu des années auparavant le décès de Freddie Mercury, chanteur de Queen, de Lady Di, le séisme de Kobe en 95. Et dedans, on retrouve d'autres pages de son journal. Certaines sont totalement inédites et, aux grandes dames des agences de voyage,
il y a une mention sur certaines pages, grand désastre en juillet 2025. Ouais. Et du coup, on sait que les agences de voyage, tout ça, ont vraiment enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires parce que, il y a, en tout cas dans l'Asie du Sud-Est, où son manga apparemment a été très connu, en fait, il y a plein de personnes qui se sont abstenues d'aller au Japon sur cette période-là en vraiment prenant pour argent comptant ce qu'elle avait mis dans son livre. Bah c'était suffisant pour allumer toutes les petites brindilles d'imagination, tu sais. Si c'est insuffisamment précis pour être vérifiable, c'est que c'est bon. Oui, mais en fait, moi, ce qui me fait rebondir aussi, c'est la date de parution du premier livre, donc 1999. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, mais il y avait la peur de l'an 2000. De Nostradamus. Et Nostradamus, effectivement. Bah, c'était l'ancien oracle, du coup. Elle, c'est la Tatsuki, nouvelle. Exactement. Bref, ravitaillement en panique, hein, donc chute des réservations, compagnies aériennes qui réduisent des rotations, quoi. Ouais. Pour aller au Japon, c'est malade. Le bruit d'internet, encore une fois. Capture d'écran, traduction approximative ou automatique, et puis c'est reparti pour un tour, hein, dans le monde entier. Même des médias comme la RTBF titre « Quel est ce manga qui prédit une catastrophe naturelle ce samedi au Japon ?» Oui, on est d'accord. C'est vachement précis quand même, c'est ce samedi. Bah oui, parce que ça devait arriver le samedi 5 juillet. Ouais, c'était daté vraiment. Ouais, spoiler alert, il n'y a rien eu. On dit que la mémoire humaine est comme une sorte de perceuse automatique. Tu sais, une fois que l'œil repère une coïncidence, il réajuste toute la perception pour confirmer que ce n'est pas une coïncidence. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est que déjà d'une, tu peux accuser personne. Littéralement, tu peux pas remettre la faute sur une personne. Et le deuxième point que j'adore, c'est que très rapidement, de ce que j'ai cru comprendre, au bout d'un moment, elle a été obligée de prendre la parole parce qu'en fait, il y avait des voyants qui se faisaient passer pour elle et donc qui vendaient leurs services. Et je trouve ça génial. Le culot qu'il faut pour ça quand même. Mais il y a même alors les voyants et le culot, et il y a même des scientifiques qui avant le 5 juillet ont dû prendre la parole pour dire non mais il n'y a pas de séisme d'ampleur prévu à cette période, au pire un petit, mais il n'y aura pas de catastrophe le samedi 5 juillet, s'il vous plaît venez au Japon. Mais ça soulève plein de questions sur la nature des croyances à l'ère du numérique qui sont très très quotidiennes pour toute personne un peu connectée. Pourquoi est-ce qu'on accepte de confier aussi à un carnet intime des destins comme ça, ou même le destin d'une nation entière? Pourquoi une coïncidence publiée 20 ans plus tôt suffit à faire vaciller le marché du tourisme au Japon? C'est incroyable quand même. Sachant que le complotisme a explosé ces dernières années, en fait, au final, c'est assez logique que ça prenne cette voie. Ouais, puis l'activité sismique du Japon... Oui, fait qu'on attend toujours le Big One. Catastrophe de Fukushima est passée par là entre-temps aussi. Mais après, moi, ce que je... pour être très, très à terre, mais que font ces éditeurs? Parce que franchement, c'était quand même... Bon, même si, effectivement, c'est un vieux livre, je veux dire, 1999, mais ils sont là aussi pour veiller au grain. Et en fait, le fait qu'elle n'ait pas accès à Internet ou qu'elle s'en désintéresse complètement, c'est louable à notre époque, je trouve. C'est sain. Mais à côté de ça, il y a d'autres personnes qui auraient peut-être dû dire attention, ça commence à être un peu bizarre cette histoire. Ça prend des proportions un petit peu trop grandes à notre goût. Mais elle n'avait pas de téléphone. Oui, comment tu voulais l'appeler? Après, en soi, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'horoscope, quoi. Au final, tu vois, oui, il y a une prédiction qui va fonctionner, les béliers en Saturne, tout va bien, vous êtes des lovers, tu vois. Ryo Tatsuki, donc Mes visions du futur, c'est aux éditions Black Box. Je vais vous lire une page, par exemple, le tsunami décrit dans le manga ne concerne pas mars 2011. Ah. Et puis oui, puisqu'il concerne juillet 2025. Et donc elle explique: j'avais déjà rêvé d'un tsunami quand j'étais adolescente, ce fut un choc à l'époque, les énormes vagues m'avaient tétanisé, j'avais l'impression d'assister à une inoubliable scène de film. J'ai donc voulu immortaliser ce rêve en le dessinant. Les brouillons que j'ai dessinés à l'époque précèdent de 15 années la publication de Mes visions du futur. Je ne sais pas si ce rêve prédisait le tsunami du 11 mars 2011. C'est le public qui l'a interprété comme ça. Cette catastrophe a eu lieu à la fin de l'hiver, mais dans mon rêve, j'étais habillé comme en été. Pour ce qui est des vagues, elles étaient bien plus hautes que dans la réalité. Tous ces éléments me font dire que ce rêve est en fait lié à juillet 2025. Et en fait, le bouquin est drôle parce qu'en fait, c'est en même temps des bouts de son carnet, de ses carnets de rêves, et en même temps quelques petites histoires comme celle où elle prédit la mort de Freddie Mercury. Mais après, moi, je pense que c'est ça qui est quand même le plus intéressant, c'est le fait qu'elle soit revenue sur ce qu'elle a fait
et qu'elle prenne la parole et qu'elle donne des clés de compréhension. Qu'elle Ou redonne même- une prédiction. Oui, et puis, en tout cas, j'aime bien l'idée de cette personne qui se confronte à ce qu'elle a fait des années avant, parce qu'il y a des artistes, tu sais que c'est perdu d'avance. Enfin, Oh qui putain, ne font elle jamais aurait ça. pu être amie. C'est vrai. Je viens d'y penser. Elle aurait pu être amie. Elle a loupé le coche. C'est clair. Ami, le personnage du manga De 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Oui, effectivement, elle aurait pu. Elle aurait Elle a pu monter une secte. Mais c'est surtout que, en fait, elle a vraiment fait autre chose, rien à voir avec le manga ensuite pendant 20 piges, quoi. Bah oui. Elle La a vie. vraiment pris une distance phénoménale, quoi. Et c'est ça qui est assez étonnant. Ensuite, elle raconte que dans ses prédictions, dans ses rêves, la catastrophe est annonciatrice, soit d'un premier malheur, mais qui sera remplacée par un très grand bonheur ensuite. Elle n'est pas là que pour annoncer des mauvaises Je nouvelles. suis désolé, mais elle parle comme une voyante, malheureusement. Elle est traduite comme une voyante. C'est vraiment ça qu'un voyant va te dire. Tu vois, alors ça va pas aller tout de suite, paye-moi, mais il y aura grand bonheur derrière, ça va très très bien marcher. Par contre, je pense qu'elle avait des gros troubles du sommeil, parce que moi j'ai déjà fait quelques rêves de catastrophes naturelles. Tu ne dors pas bien. C'est vraiment, je sais pas si vous en avez déjà fait, Non. mais c'est vraiment hyper intense. C'est vraiment, enfin moi je me suis réveillé vraiment très très mal. Si elle en a rempli un carnet, ça a pas dû dormir depuis quelques années, ça. Hein. Rempli des carnets. Oui, Des plusieurs. carnets, ça, ouais, même la sieste là, moi je l'attends pas. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle a arrêté de faire mangaka aussi. Hein. Il y a peut-être un stress dans le travail de mangaka qui Ah là lui allait là. pas trop. C'était trop d'imagination. Ouais. Mais voilà, je vous redonne le titre, donc Mes visions du futur de Ryo Tatsuki, c'est aux éditions Black Box. Et on termine cette émission avec un petit mot sur le mangaka Shiro Kuroe. Alors, lui est rien arrivé de malade, a priori. Bah, il a réussi à percer. Il a, voilà, ce qui est c'est déjà très bien. Shiro Kuroe, c'est l'auteur de Léviathan. On en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Et là sort chez Kyun un recueil d'œuvres courtes, un recueil d'œuvres de sa jeunesse de dessinateur, s'appelle L'Hôtel de l'autre monde. Et à l'intérieur, il explore son rapport à la mort. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça a tout dû. Quelles sont les questions que tu te poses sur la mort quand tu arrives à un certain âge? Et j'ai l'impression qu'il se confie dedans plus qu'il raconte des histoires. C'est le sentiment que ça m'a donné à travers donc cet hôtel, ces hôtels. Ouais, je pense que c'est un seul lieu. Ouais, mais comme il est dessiné de plein de façons différentes. Ouais, mais après, moi je trouve que c'est vraiment une œuvre de jeunesse. C'est un mélange très étonnant parce que c'est vraiment moitié asiatique, moitié occidental, parce qu'il y a de la couleur, le découpage fait plus penser à de la bande dessinée qu'à du manga. Pour Il y a des nez. certains, oui. Et il y a certaines représentations qui, au contraire, sont... Enfin, comment dire, il y a des représentations de la mort plutôt occidentales et d'autres qui sont beaucoup plus orientales. Et en fait, l'auteur arrive à créer quelque chose qui se tient, qui soit cohérent et qui soit un peu à cheval sur toutes ces cultures différentes, quoi. Mais c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression vraiment c'était des questions qui se posaient, qu'il a essayé d'y répondre par lui-même, mais en s'exprimant à travers le dessin, parce que souvent les artistes, c'est quand même leur meilleur moyen d'expression. Et on est bien content qu'il le fasse comme ça et qu'il exprime il explore plus qu'il exprime son rapport à la mort. Et il pose des questions, il y répond ou pas. En tout cas, c'est à sa manière. Et effectivement, ça donne un truc très, très, très étrange et très coloré et très différent de Léviathan en l'occurrence. Ah, complètement, ouais. C'est un peu à l'opposé. Alors que il y a quand même des thématiques qui se recoupent, hein. La mort, évidemment, la question de la jeunesse aussi, comment on est impacté à différents âges de la vie par ces questions, sur l'au-delà, sur qui va survivre ou pas. Mais en tout cas, oui, c'était une lecture très, très agréable. 3-4 mangaka très macabres, hein, finalement dans cette émission avec des façons bien à eux, soit d'écrire, soit de présenter, soit de parler, soit de raconter les histoires, parce que entre Ryo Tatsuki qui met les pages de son carnet qu'elle dessine au milieu de la nuit, Uketsu qui fait des vidéos avec une petite voix et l'auteur de Pitié Radio qui fait des micros-histoires, on est vraiment sur des ovniesques. Oui, c'est vrai que c'est marrant parce que ça montre à quel point le manga, c'est vraiment tout et n'importe quoi, j'allais dire. Mais je trouve que c'est... Enfin, comment dire, il n'y a rien qui soit vraiment de l'horreur pure.
à part peut-être PTSD Radio, mais j'aime bien l'idée que ça peut justement être polyforme, enfin, que y a des choses qui vont plus nous saisir, qui vont pas être forcément les plus démonstratives. C'est pas parce qu'on va voir des choses, des images dégoûtantes de créatures surgies de nulle part qui vont venir comme ça nous envahir, qu'on va être plus effrayé que par quelqu'un qui dit « Et si cette maison servait à… » Quel regard tu portes sur l'ensemble de ces carrières de mangaka ou de ces histoires qui entourent ces carrières, Kenya? Je me dis déjà que à l'heure actuelle, à notre bonne époque actuelle, c'est cool qu'on ait accès à ce genre d'infos, parce que c'était le genre d'infos qui, il y a encore 10 ans, je pense, ça serait jamais arrivé jusqu'à nous. Après, je trouve qu'il y a un côté un peu factice là-dedans, forcément. On est quand même un petit peu dans du marketing, et maintenant on est obligé de storyteller aussi beaucoup les histoires. Enfin, le manga n'a rien inventé là-dessus. On connaît énormément de tournages de cinéma qui sont accompagnés d'un voile de mystère, L'Exorciste où il y a eu des morts, Shining, évidemment. Shining. Et du coup, c'est marrant que ça commence à affecter le manga aussi, et même parfois sans l'avis du mangaka, ce que je trouve encore plus passionnant. Moi, j'avais vraiment vu ça un peu comme un truc de légende urbaine, parce que moi ça me passionne vraiment, les légendes urbaines, et je trouve qu'en France on a un rapport qui est très difficile avec les légendes urbaines, qui est peut-être plus oral en France, justement avec des mecs comme le Grand JD qui vont explorer des trucs, ou Feldup. Et ce que je trouve qui est assez intéressant à rappeler avec les légendes urbaines, c'est qu'on rapproche souvent ça de l'horreur de manière automatique. Alors qu'en fait, il y a des histoires qui sont juste comiques, qui existent. Et par exemple, l'exemple le plus bête que je peux trouver, c'est la fameuse réponse au bac de philo. Qu'est-ce que l'audace ? L'audace, c'est ça. C'est une légende urbaine. Ce truc n'a jamais existé, tu vois. Et je trouve que c'est ça que j'aime beaucoup avec ces histoires, c'est que personne ne le raconte de la même manière, et du coup toutes les histoires sont différentes, même si elles ont la même base, et je trouve que c'est génial parce que chacun s'approprie l'histoire, ou va la réinventer, va la réagencer par rapport à la manière dont il a envie de la raconter, et je trouve que ça, narrativement et collectivement, c'est hyper intéressant, et ça raconte un truc sur notre époque aussi. On n'est toujours pas prêt à laisser cette part de mystère partir. On a beau être rationnel, on a aussi besoin de cette partie magique, horreur, de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas surtout. Et c'est pour ça aussi que les cabines d'essayage maintenant ne sont jamais réellement fermées, pour pas qu'on disparaisse dedans. Ah, la rumeur d'Orléans. Ouais, non, et puis en fait, non, ce qui m'embête un peu, c'est de constater quand même que être mangaka, c'est éprouvant. Vraiment, parce que tu payes de ta personne. On le savait parce qu'on connaît énormément de mangaka qui ont des problèmes de santé ou qui ont vraiment besoin expriment leur fatigue. Mais là, avec Ryo Tatsuki, tu te rends compte que, ton esprit est aussi envahi par ton imagination, et que tu dois trouver la force parfois de résister à certains élans qui sont peut-être un peu trop un petit peu trop puissants, quoi. Je vous récapitule les mangas dont on a parlé dans cette émission. Il y a L'Hôtel de l'Autre Monde aux éditions Ki-un. Nous avons Mes Visions du Futur, Prédiction Mes Visions du Futur aux éditions Black Box. Nous avons Strange House aux éditions Kana. Tout est disponible évidemment. Et puis nous avons PTSD Radio aux éditions Mangetsu. Voilà, vous avez tout. Ce qu'on fait, c'est que la semaine prochaine, on va parler de science-fiction. Ça peut faire peur aussi. Parce que nous recevons Mathieu Bablet dans cette émission. On est assez fiers. Ça sera donc la semaine prochaine. Voilà, maintenant, j'espère que vous allez pouvoir nous confier toutes vos histoires un peu inquiétantes de famille. Ouais. Non, pas les histoires de famille. Non, là, qu'est-ce que non, mais les histoires inquiétantes. Racontez-nous vos légendes urbaines à vous. Oui, mais de la famille. Chaque famille a une légende urbaine. Le canal Discord n'est pas un cabinet psychologique. Nous ne sommes pas en mesure de vous aider, de vous soigner. Écoute, moi, j'ai un fantôme dans ma cage d'escalier en ce moment. Ça fait, le fameux fantôme de la cage d'escalier. Oui, il se manifeste tous les soirs à des heures imprévues. Et n'hésitez pas à aller regarder. Se demande qui c'est. N'hésitez pas à aller regarder l'émission Mystère qui est disponible sur YouTube entièrement et gratuitement, et en vrai c'est assez drôle de retomber mais j'ai dessus. une question, Julie, toi qui as de la famille au Japon, oui. Il y a pas des histoires qui font peur dans ta famille au Japon? Si, il y a toujours des histoires qui font peur dans les familles japonaises. Il y a toujours un aïeul qui a fait un truc de fou. Par exemple,
Moi, j'avais un arrière-grand-père qui était dans les années, 40, quelque chose comme ça, transportait des gens avec une charrette à bras. Et un soir, il passe devant un cimetière et il entend du bruit à l'arrière de sa charrette qui transportait un cercueil. Et évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre le cercueil pour s'assurer que tout allait bien et que personne n'avait besoin de sortir. Tout le monde voyageait correctement. Voilà. Votre ticket, s'il vous plaît. Qu'il n'y avait pas de la fraude avec la première classe. Non, une autre. C'est marrant parce que je pense qu'au Japon, il y a vraiment cette idée que certaines personnes ont la force spirituelle. Oui, c'est ça. Et donc, ils attirent des fantômes. Et lui, une fois, il y a un de ses passagers qui lui a fait « Mais tu vois pas la dame là-bas ?» Il a fait « Si, je la vois, mais on s'en fout, on passe. » Tu vois, genre... T'arrêtes pas, elle est toute blanche. Voilà. Ça me rappelle un truc. C'est la dame blanche. Mais pourquoi on n'a pas fait l'émission uniquement là-dessus ? Uniquement sur la dame blanche ? Non, uniquement sur les anecdotes de la famille de Julie. Honnêtement, ça a l'air bien plus intéressant que ce qu'on a raconté. Moi, j'aime beaucoup. Bon Julie, ta mission c'est de préparer 1 heure d'anecdotes familiales. Je vais m'entraîner à ça. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Vous n'oubliez pas la petite note, le commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut. Merci.